Bonjour à tous. Alors, je crois qu'on est passé live. Je vois qu'il y a encore plein de gens qui, je rafraîchis toutes les minutes qui arrivent. C'est le créneau. On va attendre un petit peu, on va attendre une minute que les derniers arrivants soient là pour bien, bien initier et voilà, éviter les problèmes techniques. Formidable. Et on va pouvoir démarrer tous ensemble. Merci à tous ceux qui sont déjà présents. Généralement, j'attends une minute, 60 secondes, histoire qu'il y ait vraiment les derniers soucis de connexion, même si l'outil est plutôt pratique, euh, qui se résolvent. Bon, je crois qu'on est pas mal. Alors, bien bonjour à tous, bonjour tout le monde, bonjour Charlotte. Bonjour à tous. Euh, Merci à tous d'être présents, j'espère que tout le monde va bien. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Camille Puech, donc moi je suis le CEO de Cali Social. Ça fait 12 ans que j'accompagne les organisations sur les sujets de la psychologie dans le travail et de l'humain dans le travail d'une manière plus générale. Et donc, je vais animer le webinaire aujourd'hui. 2-3 mots avant de démarrer, on a souhaité, enfin au sein de Cali Social, alors certains d'entre vous le savent, on avait mené des émissions Regards croisés lors du premier confinement sur lequel on a vu beaucoup de retours très très positifs. Donc on a voulu remettre une édition de ce format-là, donc avec cet objectif qui est de croiser l'actualité, enfin les sujets d'actualité, mais en l'occurrence le sujet d'actualité surtout parce qu'il nous concerne beaucoup, mais en tout cas et avec son évolution et justement d'avoir des regards d'experts qui viennent se positionner sur ce sujet et apporter les éléments de réponse par rapport aux interrogations que l'on a. On a voulu, on a souhaité apporter quelques changements, enfin des changements d'amélioration. Déjà d'avoir des thématiques spécifiques pour chacun des sujets, de manière à structurer le discours. Et on a eu cette remontée aussi, certaines personnes qui étaient intéressées par certains sujets, d'autres moins, etc. Donc de donner des thématiques, de faire varier les experts. Vous verrez que je vous en parlerai tout de suite après, mais on a une nouvelle édition qui est déjà planifiée avec d'autres experts, et de favoriser l'interactivité parce que c'est vraiment ce qui fonctionne bien, ce qui plaît énormément. Nous, notre but, c'est de justement, d'un moment, de prendre un temps et de croiser les regards pour parler d'un sujet précis. Et donc, l'interactivité, évidemment, est clé. Donc, il y a une prochaine session, vous pouvez déjà noter dans vos agendas, qui aura lieu le 2 décembre prochain, qui portera sur demain, tout le monde en télétravail. Alors, c'est une thématique qui est déjà beaucoup abordée, mais qui commence à évoluer, et des nouveaux sujets euh, sont rencontrés. On aura Jean-François Pecker, qui est le directeur des relations sociales de OVH Monde, qui parlera de ce sujet dans une entreprise comme OVH qui est leader en Europe sur le cloud. On aura aussi Julien Paco, lui il est ostéopathe et il est speaker, pour nous parler justement des problématiques des problématiques de vie à la maison en télétravail, hein, et tout ce que ça implique. C'est un vrai sujet. Et puis potentiellement, on demandera à nos amis avocats de nous donner son regard aussi sur le sujet. Donc ça, c'est le 2 décembre prochain. Vous allez recevoir un lien d'invitation. Je pense qu'on va également vous le mettre dans le chat. D'ailleurs, en parlant de chat, donc l'idée c'était de rendre les webinaires encore plus interactifs. Donc Claire et Hélène sont là alors elles sont là, elles sont pas visibles, mais elles sont bien là justement pour animer le chat, remonter les questions, nous remonter les questions, et puis apporter certaines réponses. Donc c'est elles qui vont notamment prendre la parole pour vous transmettre des liens, des sondages, etc. Parce que les sondages, c'est le deuxième outil interactif. Il y aura 3 sondages pendant les 60 minutes qu'on va passer ensemble, de manière aussi à prendre le pouls en direct de la situation. Et puis le lien vous sera remis en fin de webinaire. L'objectif, c'est véritablement d'avoir un feedback sur le format, sur le contenu, sur les thématiques, tout ce qui peut nous permettre d'améliorer finalement ce format. Et l'idée, c'est de les répéter tous les 15 jours de manière à avoir quelque chose de qualité et aussi avec suffisamment de matière, avec l'évolution de l'actualité pour être un moment enrichissant pour tous.
Voilà. Aujourd'hui, le sujet, on va parler d'échecs, on va parler de difficultés, on va aussi, mais surtout parler de rebond, de résilience. Hein, et pour ça, on a proposé à Charlotte de nous rejoindre. Alors Charlotte, elle est sportive de haut niveau, pour ceux qui la connaissent pas. Elle est arbitre international de hockey sur glace. Elle est arbitre national de handball. Handball. Elle est aussi et surtout handball. Pardon. Pardon pour mon accent, mais t'as raison. Tu as raison. Elle est arbitre nationale de handball. Mais tu es aussi, alors comment je dis keynote speaker? Je fais keynote Ouais, speaker. keynote. Keynote speaker. Charlotte, elle est keynote speaker. Donc sur les sujets de management, de conduite du changement, de gestion de crise. Et malgré elle, Charlotte, tu es aussi devenue une porte-parole de la mixité dans le sport, si je puis me dire, hein, et de la société en général. Hein. Je dis malgré elle, malgré toi, parce que c'est pas un choix. C'est la confrontation justement aux difficultés qui fait qu'on se retrouve à parler de ce sujet-là. Mais bon, tu as pu faire ta place, tu es parvenu, et c'est aussi pour ça que Forbes t'a récemment reconnu comme faisant partie des 40 femmes les plus influentes de l'année 2020. Inspirante. Voilà. Ouais, je dirais plutôt inspirante, influente pas encore. Ben écoute, en tout cas, on est très heureux que tu sois ici avec nous parce que évidemment la deuxième vague du coronavirus, le second confinement, l'impact économique, bref, tous ces sujets sont extrêmement, on le voit, on le ressent. Enfin, moi, je le perçois en tant que CEO de Quali Social, mais aussi en tant que personne, c'est difficile à vivre. Et le regard justement de quelqu'un qui est dans le sport de haut niveau et qui a ce rapport justement au management et à la gestion des échecs et des rebonds, nous paraissait intéressant. Et c'est pour ça que je suis très content que tu sois là avec nous et qu'on puisse parler de ce sujet. Et en tout cas, merci beaucoup Camille pour l'invitation. C'est plaisir partagé. Comme tu l'as dit, je suis à cheval entre les deux mondes, celui de l'entreprise et puis celui du sport. Et pour moi, c'est une vraie valeur ajoutée, cette diversité. Et c'est avec beaucoup de fierté et puis de plaisir que je vous rencontre tous aujourd'hui, même si on n'est que deux à se voir. Mais en tout cas, bonjour à tous et à toutes. Eh bien, écoute, alors, avant de continuer, donc on va passer 60 minutes ensemble. L'objectif, c'est que nous on a prévu évidemment d'aborder certaines thématiques, mais c'est que chacun puisse s'exprimer. On va regarder le chat, donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à poser vos questions pour qu'on puisse rebondir dessus en direct. Et puis voilà. Alors, on commence. Moi, Charlotte, j'avais, si tu veux, une première question. C'est plus un avis qu'une question que je voulais que tu nous donnes. Ça fait 15 jours que la France est reconfinée, hein, tout le monde en parle évidemment. Déjà, toi, quel est ton regard sur cette situation? Comment tu perçois l'impact de ce reconfinement, de ce qui peut avoir, l'impact de ce que ce reconfinement peut avoir sur l'engagement, la santé psychologique des salariés dans les entreprises? Est-ce que c'est semblable au premier confinement, selon toi? Je dirais non, tout simplement. Je pense qu'on le vit tous différemment parce que déjà on a appris du premier, heureusement. En tout cas, moi j'y vois beaucoup de disparités. Il y a toujours ceux qui sont heureux d'être confinés parce qu'il y a moins de transport, parce que ils sont bien chez eux. Il y en a où c'est plus difficile. C'est une vraie disparité. Ceux qui partent, ceux qui restent, ceux qui sont volontaires, ceux qui revendiquent une certaine liberté, ceux qui voudraient faire autrement. Alors c'est vraiment complexe ce deuxième reconfinement, mais en même temps on arrive avec quand même quelque chose qu'on sait faire, c'est-à-dire rester chez soi, avoir la vie privée et la vie professionnelle ensemble sur la table du salon. En tout cas, on a appris une chose, c'est que plus rien ne sera jamais linéaire et sécurisé. La mondialisation, l'interdépendance. Que demain, on ne sait jamais, on peut se retrouver chez soi confiné à cause d'un virus ou grâce à un virus, une fois de plus. Tout est différent et je trouve que c'est parfois plus anxiogène et parfois aussi vraiment plus enthousiasmant que le premier confinement sur des réalités qui sont les miennes et mes expertises comme la prise de décision. Je me rends compte qu'elles sont
La prise de décision, elle est vraiment ralentie. Il a fallu prendre des décisions comme ça pour mettre tous les collaborateurs en télétravail, du moins ceux qu'ils pouvaient, etc. Mais tout le reste, par l'incertitude, se ralentit et on a l'impression qu'on pédale un peu dans la semoule. La gestion des temps, comme tu l'as dit, Camille, moi je suis issue du monde du sport de haut niveau. Le sportif, il a l'habitude de gérer son match de la semaine, ses championnats du monde annuels et ses Jeux Olympiques tous les 4 ans. Et là, tout devient plus complexe parce que peut-être que le championnat du monde sera annulé. Les Jeux Olympiques, on ne sait même pas s'ils auront lieu. Le match du week-end, déjà, voir à 48 heures ou 72 heures, c'est un peu plus complexe. Donc la gestion des temps, elle est vraiment, vraiment remise en question. Et il faut essayer de prendre de la hauteur entre l'urgence et l'émotion, et ce qui m'emmène à un autre point, la gestion des conflits. Alors moi, je viens du hockey sur glace, pas besoin de vous faire un dessin sur ce qu'est un conflit au hockey sur glace. Je crois que tout le monde a l'image. En tout cas, il faut vraiment dissocier l'émotion de l'urgence, le stress, les vies privées, les vies pro. Et puis, il y a une diversité qui commençait à s'installer au premier confinement, en disant tiens, moi je suis capable de faire ça, j'ai acquis de nouvelles compétences, et puis elles sont plus envisagées, ou alors c'est comme un point de non-retour. Voilà, maintenant je suis en télétravail, donc il faut que je sois toujours en télétravail, et donc c'est des situations qui sont vécues vraiment différemment par les gens. En tout cas, toutes les formes de diversité, que ce soit les diversités de genre ou les diversités dues au handicap, ou même les diversités au sens large, c'est-à-dire dans le recrutement, dans le onboarding, tout ça, c'est vraiment, vraiment chahuté en ce moment. Je sais pas comment toi tu le ressens, Camille, d'un point de vue de ton expertise, qui est un peu à côté de la mienne. Enfin, on peut fonctionner en parallèle. C'est vraiment, on a tout. Ouais, non, mais je pense que tu as bien résumé les choses. Un double aspect. On est préparé. Donc, évidemment, on réagit mieux à un événement pour lequel on est préparé. Et deux, on s'y attendait pas. On est préparé pour un événement auquel on ne s'attendait pas. Non, mais je ris, mais c'est assez vrai en fait, parce que ça a pris beaucoup de monde de court. Et d'ailleurs, voilà, on a parlé de traumatisme psychologique lors du premier confinement. Et moi, j'ai beaucoup de psychologues qui me remontent d'être confrontés à des symptômes post-traumatiques, donc une sorte de resurgence des symptômes psychotraumatiques qui réapparaissent avec ce second confinement. Et pour des personnes qui ont, je dirais, tout finalement d'adapter, finalement une incapacité à faire face, indépendamment du fait qu'ils ont les outils pour travailler en télétravail, indépendamment du fait que leur activité économique, elle est maintenue. Finalement, la confrontation du fait que les enfants soient à l'école, ce qui a changé beaucoup la donne. On a eu un des gros points de difficulté du premier confinement que l'on constatait chez Kelly Social, c'était la gestion des enfants. Donc on se retrouvait à la maison, à travailler avec les enfants qui étaient également à la maison, et donc cette sorte de gros déséquilibre du foyer finalement a eu des gros impacts psychiques. Là, cette année, je dirais, dans ce second confinement, on n'a pas cela. En revanche, malgré le fait qu'on soit préparé, malgré le fait qu'on soit mieux structuré, nous, on constate beaucoup de difficultés. Et les chiffres, alors pour parler un peu en chiffres, concrètement, au premier confinement, nous, les sollicitations en troubles psychologiques, en soutien psychologique finalement, enfin en soutien psychologique qui traduisent d'un trouble psychique, pas forcément lourd, un trouble psychique, ça peut être un état de stress ou des tendances anxieuses assez fortes. C'était x3 au premier confinement, et là on est au même chiffre, on est aussi x3. Donc en fait les effets de préparation ne se sont pas en tout cas répercutés sur la sollicitation de Kelly Social. Voilà, que Kelly Social constate. Nous, on a 600 000 salariés qui ont accès à nos services. Donc sur ces 600 000 personnes, tous secteurs d'activité confondus, on a une certaine représentativité de la population française. Et donc, on se dit que oui, c'est assez parlant et représentatif de ce qui se passe. Mais, et d'ailleurs, en discutant avec toi, en préparant
cet échange. Moi, on est tous, je pense, intrigués par le monde du sport, qui est un monde c'est des organisations aussi, c'est un travail. Donc finalement, il y a beaucoup de rapprochements avec, je dirais, le monde du travail classique, parce que je dis pas que le monde du sport n'est pas le monde du travail. Mais c'est vrai que ce parallèle finalement, enfin, est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre ce qui se passe dans la tête d'un sportif de haut niveau finalement, qui est peut-être plus confronté à l'échec, et celle d'un collaborateur en entreprise dans cette situation particulière? Est-ce qu'on peut faire un parallèle ou pas du tout? On ne parle pas des mêmes choses. Toi, comment tu vois les choses? Moi, je vois les choses un peu différemment et c'est pour ça que j'œuvre tous les jours aussi auprès des entreprises dans lesquelles j'interviens. Effectivement, je lisais dans le chat conférencière. Je ne donne pas que des conférences, mais c'est à peu près ça. Vous aviez bien décelé ce que voulait dire keynote speaker. En tout cas, les défaites et les blessures font partie de la victoire dans la vie d'un sportif. Donc, on a l'habitude à une situation donnée, d'avoir vraiment une analyse. Et avant de faire un état des lieux pour savoir si ça va mieux, moins bien, si c'est différent, en fait, nous, on a l'habitude de définir les ruptures, de les identifier. Alors, une rupture, c'est ce qui montre vraiment qu'il y a un avant et un après. Par exemple, cette crise-là, ce chapitre 2, il y aura bien un avant et un après. En tout cas, moi, j'ai identifié 3 types de ruptures ou 3 types d'opportunités pour ceux qui osent sortir un peu de la zone de confort et un peu malgré eux, mais qui y vont. C'est vraiment une histoire de mental. Alors, les 3 types de ruptures, moi, j'en ai décelé 3. Après, on peut justement en discuter aujourd'hui. Il y a la première, c'est la rupture technologique. Tout va plus vite, les applications nous permettent tout de partout, donc même les relations managériales s'en sont trouvées chamboulées, encore plus en distanciel. C'est encore une autre histoire. Il y a la rupture générationnelle, où on n'a pas tous abordé cette crise de façon optimale, entre, si je fais une caricature, une jeunesse qui a l'habitude de zapper d'une application à l'autre et de passer d'un dossier à l'autre extrêmement vite avec des workplaces ou différents types d'applications, et des gens qui étaient peut-être plus inscrits dans l'entreprise depuis plus longtemps. Il a fallu s'adapter à tout ça, et donc moi de temps en temps j'ai des clients qui me disent oui, mais j'ai des gens, ils ont 35 ans, si on pouvait revenir au timbre-poste, on irait peut-être plus vite avec eux. Alors c'est peut-être un peu extrême effectivement, mais la rupture générationnelle, elle a vraiment quelque chose à voir aussi dans cette crise. Et puis après, il y a une rupture économique. On l'a tous vécu, on va tous le vivre autour de nous, dans nos organisations, à l'extérieur de nos organisations. Ça chamboule tout. Ça chamboule en macro et puis ça chamboule en micro. Et pour en revenir au sport, tout ça là, ça fait comme des défaites et des blessures pour un sportif. On sait très bien que la défaite et la blessure fait partie de la victoire, comme la recherche ultime de performance est souvent néfaste à la performance elle-même, parce qu'on en oublie l'humain qui est autour. Il faut vraiment faire attention à ça. Il n'y a pas un seul sportif qui ne connaît pas la défaite pour savoir savourer une victoire. Donc, je pense que c'est simplement le mindset du sportif, c'est vraiment être en patience et être en mode entraînement. Ça va arriver, la victoire va arriver, mais pour atteindre la victoire, il faut que je capitalise des défaites, des blessures, mais aussi des petites victoires et des petits entraînements. Enfin voilà, step by step. On apprend toujours à marcher en tombant et on apprend à courir après avoir su marcher. Ok, donc tu vois aussi ça comme une forme de rebond, finalement, une forme d'échec pour mieux rebondir, quoi. Et ce que tu dis, si je comprends bien, c'est qu'en fait, dans la vie du sportif, c'est nécessaire. Oui, Il n'y a toujours. pas le sportif qui, pardon, hein, je te coupe, mais il n'y a pas le sportif qui, je sais pas, qui réussit. Est-ce que c'est sain? Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est sain? Alors, je pense que ça n'existe pas. Enfin, j'ai beau réfléchir à Michael Phelps ou je ne sais qui comme super-héros, ils ont tous connu des grandes défaites ou des grandes blessures. Je pense qu'on a tous en mémoire un sportif, ou même pas forcément un grand sportif qui a gagné des Jeux Olympiques, mais autour de nous, on a tous des sportifs, on a tous des gens qui se sont fait des entorses des chevilles, qui se sont cassés un doigt ou même plus grave, et qui pourtant y retournent. Et avec ce mental-là, en disant, bah voilà, ce n'est juste qu'une interruption, et peut-être ça va m'apprendre d'autres sortes de compétences.
Quand je suis sur mon lit d'hôpital avec les croisés qui sont en train de se faire tricoter par un chirurgien, j'apprends autre chose. J'apprends alors peut-être de l'anatomie, effectivement, mais j'apprends la résilience. C'est un mot qui est un peu galvaudé en ce moment, mais c'est ça. C'est comment mentalement je suis capable d'aller plus loin avec cet état de fait où je vais devoir réapprendre à courir ou à nager ou à marcher avec ces croisés qui sont pas dans le bon sens. Et pourtant, demain je marcherai, je courrai et après j'irai nager plus vite ou faire du patin plus vite. Il y a vraiment cette aptitude-là du sportif, ce mindset de dire ok, c'est un mauvais moment à passer et encore, je suis sûr que je vais apprendre autre chose. Est-ce que c'est pas pendant ce moment-là où je vais me plonger dans les règles et devenir arbitre? Mais alors je vais faire une interlude. Je vais ouvrir les votes sur. On avait prévu un premier sondage et pour demander à l'audience, à l'Assemblée, comment ressentez-vous l'état des salariés dans ce second confinement? Vous avez 4 propositions. Je viens de lancer le sondage, donc si vous pouvez apporter les réponses, ça nous donnera aussi un feedback, et puis ça permettra de partager entre tous la perception de chacun. Ça n'est évidemment pas un sondage scientifique, c'est simplement pour percevoir un petit peu ce que tout le monde voit dans son quotidien. Comment ressentez-vous l'état des salariés dans ce deuxième confinement? Et je voulais juste rajouter un petit truc, Camille. Dis-moi. C'était sur le lien social parce que je pense qu'on était vraiment parti là-dessus. Et le lien social, l'arbitre, c'est lapsus. Le sportif, il l'a aussi. Il n'y a pas un sportif qui s'entraîne seul. Même si on s'appelle Roger Federer et qu'on est tout seul sur le court de tennis, derrière nous il y a un coach et un kiné, il y a tout un staff. Et donc, ce lien social, il est aussi important chez les sportifs que dans le monde de l'entreprise. Et quand on s'entraîne tous les jours et qu'on pousse la porte de la salle d'entraînement, voir les collègues, le staff, c'est tout aussi important que le collaborateur qui arrive dans son service et qui voit tout le monde. Et cette situation, elle nous apprend aussi à vivre différemment, même le sportif. Ouais, parce que moi, c'est ce que j'ai écouté ce que tu disais avec beaucoup d'intérêt. Quand je comprends que voilà l'échec. Enfin, je comprends une chose. Ce deuxième confinement, peut-être qu'on peut. C'est une certaine forme d'échec sportif, de rupture. Tu en as très bien parlé. Moi, ça me parle beaucoup en psychologie, évidemment. Et nous, d'ailleurs, au-delà d'avoir x3 de sollicitations, on s'aperçoit aussi que on a des personnes qui reviennent, donc on a un deuxième cet effet de rupture qui est très présent. Mais tout à l'heure, tu disais que ça permet d'apprendre, de se reconstruire aussi, une autre façon de faire son métier, d'être qui on est, et finalement de définir qui on est. Enfin, c'est ce que j'ai compris de ce que tu racontais. Et tout ça, c'est formidable, c'est hyper inspirant. Mais je me dis, par rapport il y a une certaine forme de souffrance qui est vécue actuellement avec le travail à distance, le fait de ne pas voir ses équipes, comme tu l'évoquais. J'ai pas l'impression que les gens le perçoivent comme étant finalement un moment difficile à passer. J'ai l'impression que les gens sont très bas. Et ma question, en fait, elle est très simple. C'est est-ce qu'un sportif de haut niveau, quand il est au plus bas, il est conscient que c'est un mauvais moment à passer, ou est-ce qu'il est juste vraiment au plus bas et c'est pas le moment où il se dit c'est un mauvais moment à passer? Comment ça se passe dans le processus? Est-ce que c'est tout de suite, ou est-ce qu'il faut passer par un état un peu dépressif finalement pour retrouver petit à petit des indicateurs de confiance en soi et remonter? Comment ça se passe? Alors, je vais partir de mon histoire très personnelle, où j'ai, entre mes 2 Jeux Olympiques, entre 2014 et 2018, je me suis cassé le même genou 2 fois, à 2 ans d'intervalle. Donc, c'est quelque chose qui a marqué ma carrière, et je vous parle pas des 2 traumatismes crâniens que j'ai fait en même temps, mais bon, c'est autre chose. Et en fait, la première fois où je me casse le genou, alors outre la douleur éprouvée sur le moment, etc., je sais d'ores et déjà, même avant que je sois évacuée par le service médical, que je reviendrai et que je serai encore meilleure, et que en fait on est déjà dans une préparation mentale parce qu'on sait que cette blessure fait partie de notre carrière et que le moment où elle arrive, on est déjà programmé pour dépasser cet état.
Alors oui, hein, je peux pas dire que j'ai été très heureuse de faire du canapé, de la rééduc. Enfin, c'était à peu près 8 heures de rééduc par jour. Hein, au bout de 3 jours d'attel comme ça, on m'a dit, au fait, bah tu te mets debout, tu marches, t'as 7 kilomètres à faire. Donc il y a un dépassement de la douleur aussi qui est différent que je pense. J'allais dire que le commun des mortels, on fait partie du commun des mortels, mais il y a vraiment un mindset et un câblage sur le sportif de haut niveau qui est différent. Et je pense que chez beaucoup d'entrepreneurs, on retrouve ce câblage. En fait, c'est une difficulté, c'est pas grave, je sais où je vais. Parce que dans cette gestion des temps, on sait très bien que, ok, je vais pas faire le match du week-end parce que je suis blessée, mais j'ai encore les championnats du monde annuels et j'ai encore les Jeux Olympiques dans 4 ans. En fait, il y a une projection vers l'avenir que je pense on n'a pas toujours en entreprise. On gère toujours le dossier urgent et rarement le dossier dans 3 mois. Tu vois, on est dans un rythme effréné et on oublie cette vision à moyen et à long terme, alors que le sportif de haut niveau, il l'a. Moi, quand je sais que je peux pas faire le match du week-end parce que je me suis fait un claquage, bah, c'est pas grave. Je sais que j'ai les championnats du monde et je sais que j'ai les Jeux Olympiques. Et quand bien même, quand à 3 semaines des championnats du monde, eh ben je fais un blackout avec perte de connaissances, etc. Je sais que dans 3 semaines, je dois aller au championnat du monde et toute ma concentration n'est fixée que sur ce moment-là, que sur ma rééducation, que sur les choses à faire pour dépasser ça. D'accord. Alors, avant de réagir à ce que tu viens de dire, je partage les résultats du vote. Ouais. Et vous, comment ressentez-vous l'état des salariés dans ce deuxième confinement? Il y a 4% qui nous ont dit opérationnel en pleine possession de leurs moyens. 66% qui nous ont dit opérationnel mais fatigué. Donc c'est quand même la grosse majorité, hein, 66%, 2 personnes sur 3. 25%, donc une personne sur 4 démobilisée mais encore sur le front. Et 4%, une personne sur 20, démobilisée et battant en retraite. Donc on a un peu de tout, on a quand même opérationnel mais fatigué. Ça donne la tendance quand même de voir que il y a cette résilience qui est installée et peut-être que ce que tu dis, est-ce que peut-être que ça traduit ce que tu dis quand tu dis bah, le choc est là, mais on sait que ça va être dur, mais on est déjà orienté vers demain, vers le fait que l'on sait qu'on va se relever et que la situation va s'améliorer. Ouais, et il y a cette part d'engagement. L'incertitude, alors on est dans un mois de novembre qui est assez particulier parce que c'est aussi la fin des troisièmes phases de test des médicaments. Donc il y a eu l'information sur BioNTech et Pfizer avec 90% de succès. Le laboratoire américain vient de publier aujourd'hui 94,5% de taux de succès sur son vaccin. Donc, on a aussi des nouvelles qui sont positives. Néanmoins, il y a quand même une partie, de la situation qui est pas entre nos mains, quoi, où les gens se demandent si on va pas avoir un troisième reconfinement et puis un quatrième, etc. Et si on va pas vivre comme ça maintenant tout le temps, est-ce que comment on gère ça? Puis quand on est sportif de niveau, on se blesse. On ne sait pas forcément si on va pouvoir retourner sur le terrain du sport. Bien sûr, on imagine toujours, et c'est la volonté première, c'est d'y retourner, ça c'est sûr. Mais comme tu le dis, il y a cette capacité au lâcher prise du sportif de haut niveau. C'est-à-dire que j'ai beau m'entraîner comme un fou pendant 8 heures par jour, j'ai beau être le meilleur dans ma cour d'école ou dans ma région ou dans mon pays, je sais lâcher prise face à quelque chose de plus grand et plus large que moi et plus profond que moi. Et je pense, pour accompagner beaucoup d'entreprises aussi dans cette période de confinement, dans le terme de gestion de crise, c'est que le lâcher prise, on l'oublie un peu dans notre monde corporate. On veut tout maîtriser, notre dossier de A à Z, avec des process, des sur-process et des re-process avec des managers et tout ça. Ce qui fait qu'on est en pleine maîtrise de tout. Et là, bah pour une fois, on peut pas tout maîtriser. On peut pas maîtriser l'agressivité du virus. On peut pas maîtriser les chercheurs. On peut pas maîtriser. En fait, il y a plein de choses qu'on maîtrise pas. Et si vous n'avez pas un quelconque lâcher prise en disant, moi je vais faire. Alors, on se calme. Je regarde où je vais, comment j'y vais, à quelle vitesse j'y vais, et le reste, bah ça dépend pas de moi.
Donc, je ne me focalise pas là-dessus. Et ça, c'est dur dans le monde corporate aujourd'hui. C'est tellement processé, on demande tellement du résultat que on ne sait pas lâcher prise sur des choses qu'on ne maîtrise pas. Il y a ce qui dépend de nous et ce qui dépend pas de nous. Et ce que tu dis, c'est que ce qui dépend pas de nous, finalement, il faut pas y consacrer de l'énergie. Enfin, on pense à de l'énergie intellectuelle, de l'énergie psychique, émotionnelle. Il faut pas, il faut se focaliser sur ce que l'on contrôle. C'est ça ce que tu dis? Ouais, mais c'est super dur, hein. Ouais, Mais moi, quand j'ai le genou qui va devoir se faire tricoter par un chirurgien, je ne sais pas si l'opération va réussir. Je ne sais pas comment je vais récupérer. Même si je me donne à fond et que ma volonté est au-delà de tout, et je ne sais pas si la place que j'ai laissée pendant 6 mois, elle n'aura pas été prise par meilleur que moi. Donc ça, c'est pas la peine que je me concentre là-dessus. Je me concentre la théorie des petits pas. J'y vais petit à petit. Ça, je maîtrise, donc ça, je peux me concentrer dessus. Ça, je maîtrise pas, j'essaye d'évacuer. Ok. C'est Catherine, je ne sais pas si tu connais Catherine Testa, qui est auteur de Oser l'optimisme, qui est co-founder de l'optimisme, et qui disait ça récemment, effectivement, qui disait sur LinkedIn, il y a ce que je contrôle, et il y a ce que je contrôle pas, et ce que je contrôle pas, et je le mets de côté, je m'en occupe pas, et il adviendra ce qu'il adviendra. Et d'ailleurs, ça reprenait dans le chat, Alexis posait la question. Comment gérer, enfin, c'était à peu près ce qu'il disait, hein, Alexis, la difficulté aujourd'hui, l'absence de liens sociaux, c'est de ne pas pouvoir se projeter. On est tous par nature résilients, mais la grosse difficulté actuellement, c'est l'incapacité à pouvoir se projeter. Et je pense que ta réponse, elle est claire par rapport à ça. Je te remercie. Je regarde un peu les questions qui sont posées dans le chat. Moi, j'en ai vu une et je voulais juste y répondre. Quelle était la définition des trois ruptures et des 3 opportunités? Mais en fait, elles sont pas différentes. Que ça soit une rupture, elle peut être positive. Si c'est vous qui vous êtes fait larguer, ça c'est nul et c'est vraiment une rupture négative. Mais quand dans chaque rupture, il y a une opportunité. Donc, je sais plus comment s'appelait la personne qui me demandait ça. Ça m'a marqué quand j'ai survolé le chat. Dans chaque rupture réside une opportunité. Donc, il n'y a pas 3 définitions différentes. Ce sont les mêmes. Économique, technologique et générationnelle. En tout cas, c'est celle que j'ai identifiée. Après, on peut en classer plein d'autres. Camille, je t'ai perdu? Ah, ok. Vous m'entendiez pas là? On ne t'entend plus. Ok, d'accord. Bah non. Je parlais dans le vide. Je disais, je te remerciais Claire et Hélène de mettre des commentaires en favoris. Ça permet de les relire. Céline qui disait le plus difficile pour moi est l'absence de lien social à la fois dans la sphère pro et perso. T'en parlais tout à l'heure sur les sportifs de haut niveau. Qu'en fait ils sont pas seuls et que le confinement ça provoque aussi de la solitude chez eux et que c'est impactant sur la performance. Oui, mais on reste des êtres humains. On a beau être sportif de haut niveau, on est des êtres humains et on a besoin de lien social. Simplement, peut-être que la vision à long terme et l'objectif à long terme nous aident à dépasser peut-être un peu plus cet état de ce sentiment de solitude et d'abandon de la société, de tout. Parce que on sait où on va. C'est une fois de plus cette capacité à se projeter. Voilà, je sais que je vais retrouver mieux après, donc c'est un mauvais moment à passer. J'essaye de me concentrer sur autre chose. On est sportif de haut niveau ou collaborateur dans une entreprise, on aime le lien social. Hein. On est des êtres sociaux, nous, les êtres humains.
Ben, en psychologie, tu sais, c'est Karasek. Alors Karasek, il est surtout connu pour son questionnaire, mais son questionnaire traduisait ses recherches. Et le modèle de Karasek, c'est trois dimensions en fait. C'est l'exigence intellectuelle et psychique. À quel point mon travail demande une attention intellectuelle et psychique. Ressources. Donc, demande psychique et intellectuelle. Deux, ressources à sa disposition. L'attitude organisationnelle, c'est comme ça qu'il avait appelé ça. Et la troisième dimension, c'est le soutien social. Et en fait, ce que Karasek disait, il disait, on peut avoir une forte demande psychique à partir du moment où on a une bonne latitude décisionnelle et un soutien social de qualité. Et là, ce que Karasek disait, c'est la grande difficulté, c'est les personnes qui ont une forte demande psychique, peu de latitude décisionnelle et pas de soutien social. Et là, on retrouve des personnes qui sont dans des états de stress, dans des états de grande difficulté. Et c'est là que les troubles psychosociaux du travail apparaissent. Oui, je pense clairement que la solitude et la perte de lien est un des facteurs majeurs des risques psychosociaux en ce moment encourus par les collaborateurs. C'est évident. On va enchaîner avec j'ai lancé un autre sondage sur la perception des participants sur l'année 2020. Pour vous, cette année 2020, donc vous avez plusieurs réponses. Je vous invite à voter. On va laisser un peu plus de temps que la dernière fois pour répondre aux questions. Et en attendant, j'avais une autre question que je m'étais noté qu'il fallait absolument qu'on aborde, c'est est-ce que tu vois, là il y a un rapprochement que l'on fait depuis tout à l'heure entre la crise actuelle et l'échec sportif. Est-ce que tu penses que ce rapprochement qu'on est en train de faire et que tout le monde finalement est d'une certaine manière en train de faire avec sa propre analyse, est-ce que tu penses que justement, ça peut déboucher sur une nouvelle donne, une nouvelle forme d'entreprise, ou même, je parle pour les entreprises ou les organisations publiques, parce que c'est ce qui nous concerne plus, mais même pour les performances sportives, peut-être qu'aussi il y a une nouvelle donne qui est en train de se dessiner et que demain, on verra les choses différemment. Comment tu vois ça ? Ouais, moi, je vois ça comme une fois de plus une opportunité de se renouveler, peut-être, et puis de repenser des choses auxquelles on n'avait même pas songé qu'on pouvait les changer. Je pense que la diversité, c'est une des clés. C'est une des clés de réussite, de transformer ces ruptures en opportunités. Dans le monde du sport, la performance, elle passe aussi par la diversité. Quand vous êtes coach d'une équipe, vous recrutez pas que des joueurs qui viennent du même centre de formation, qui ont les mêmes statistiques et qui ont les mêmes aptitudes physiques. Non, vous devez essayer de faire une équipe la plus diverse possible et la plus performante. Et donc, si la victoire et la réussite, elles sont toujours l'objectif final, le processus il est jamais linéaire. Et même si l'échec fait partie du jeu, ça on en a déjà parlé. On est sûr que la diversité est un des facteurs clés de la performance. Comment je pourrais l'expliquer, cette diversité? C'est que peut-être aujourd'hui se sont révélés dans les organisations, et à cause ou grâce à ce confinement et à cette crise sans précédent, il y a des nouveaux styles de leadership qui ont surgi. Il y a je suis sûre que on a tous des collaborateurs qui se sont révélés et d'autres qui se sont révélés aussi incapables de pouvoir changer. L'échec est une opportunité et une opportunité de pouvoir changer et peut-être de se recentrer aussi sur nous-mêmes. Dans le monde du sport, en fait, on est sans cesse dans cette diversité parce que quand vous faites partie d'une équipe de basket, vous avez des grands, des petits, des qui sautent haut, d'autres qui dribblent vite. Et je pense que dans la gestion des talents aujourd'hui, il faut mettre plus de diversité. Je pense que cette crise peut nous apporter ça. Vraiment, c'est que en quoi on est un talent si on ressemble à celui d'à côté parce qu'il vient de la même école avec les mêmes stages et avec les mêmes prétentions. Voilà où je voulais en venir sur la diversité. Et puis je voulais aussi souligner peut-être, et ça je pense que tu seras d'accord avec moi Camille, que
cette crise nous permet d'analyser plein de choses et peut-être de rentrer dans des détails dans lesquels on n'avait pas l'habitude de rentrer. Nous, les sportifs de haut niveau, pourquoi on s'entraîne? Pour chaque jour répéter, être en phase d'apprentissage des gestes techniques qui nous amènent vers la victoire et la performance. Et en fait, on passe notre temps à scruter, disséquer le geste technique pour l'améliorer. Chose qu'on ne fait pas forcément en entreprise. En fait, en entreprise, vous avez le point A et le point B. On vous demande d'aller le plus vite possible du point A au point B. Généralement, c'est le plus vite possible. On vous demande pas comment vous avez fait entre le point A et le point B, on vous demande d'aller le plus vite possible. Et si on rentre dans le détail, on vous dira il faut que ça coûte le moins cher. À peu près. C'est à peu près le schéma. Dans le monde du sport, vous allez avoir des techniciens qui vont venir vous décortiquer ce que vous faites, des physiologistes, des préparateurs mentaux aussi pour analyser votre préparation mentale et votre axe cognitif de prise de décision. Et ça, je pense que ça va forcément arriver positivement dans nos entreprises parce que cette crise aura tout mis sur la table et tout mis à plat. Donc enfin, on va prendre le temps de scruter et de pouvoir aller vers la base du succès de façon peut-être dépassionnée et approfondie parce que on aura tiré les leçons de ce qui s'est passé. Alors tu l'as dit, entre le premier et le deuxième confinement, apparemment on n'a pas tout appris parce que apparemment tes retours font que il y a toujours autant de demandes. Mais en tout cas, je suis sûre que pour atteindre les plus hautes marges du podium, il va falloir trouver cette capacité de l'entreprise à rebondir dans les détails. Ouais, ça m'évoque plein de choses. Alors, je partage les résultats du questionnaire cette année 2020. C'est pour 59% des gens une opportunité de se réinventer. 33% des gens un long moment à passer déjà et 8% une catastrophe totale. Déjà dans les résultats, on voit une certaine forme de réponse à cette question. On voit une forme de résilience. On voit que l'opportunité, elle est quand même, c'est la phrase qui ressort le plus, 60% des répondants. Donc déjà, ce travail de résilience avec des résultats comme ça, toi ce que tu dis, c'est qu'il est déjà bien commencé, quoi. Ouais, il est vraiment bien commencé. Après, il faut pas oublier une fois de plus d'aller décortiquer. C'est que on veut bien se réinventer, mais souvent les managers et les entrepreneurs sont plutôt des gens résilients par nature. Et en plus, ils ont l'habitude des obstacles. Alors là, celui-là est différent, mais cette façon de se projeter. Il faut peut-être aussi ne pas oublier tous les collaborateurs qui sont peut-être un peu plus loin de la prise de décision, mais qui sont peut-être en difficulté dû à l'isolement, aux difficultés technologiques d'être en télétravail ou pas. Enfin, tout ce chamboulement. Je pense que c'est là où il va falloir aller voir en détail ce qui se passe, faire des vrais audits de cette performance ou de cette future performance à venir. Tu peux vouloir afficher en disant pas de problème, moi je vais me réinventer là-dessus, mais tant que tu fais pas une étude approfondie de ce qui se passe, de tes capacités, tu pourras toujours espérer aller aux Jeux Olympiques, mais en fait si tu t'aperçois pas que vaudrait mieux que tu saches nager plutôt que tu cours parce que t'es pas bon à la course mais que t'es peut-être meilleur en natation. Voilà, je pense qu'il faut pas oublier cette analyse dans le détail. On a beaucoup de réactions sur le chat, beaucoup de réactions très intéressantes. J'essaie de les regrouper. J'en ai deux Lorraine et Alexis, qui nous disaient, on peut observer. Alors, je te lis les deux questions. On peut observer chez le manager une fatigue dans la remobilisation de leurs équipes. Quel conseil leur donner? Alexis, il rebondit sur le message de Lorraine en disant comment concrètement garder ces équipes engagées sur le long terme. Et je vais terminer parce que c'est vraiment un sujet qui est partagé, j'ai l'impression, par toutes les personnes. C'est Lucas, je crois, c'est Lucas qui parlait des cycles Kondratiev, qui après un mauvais cycle, comme celui que nous vivons, on va suivre une hausse des opportunités de l'emploi, etc., de l'activité. D'ailleurs, c'est ce qu'anticipe la BCE et l'Organisation mondiale du commerce, l'OCDE également, à savoir une forte hausse du PIB l'année prochaine.
leur question, elle se résume un peu à la même chose. C'est comment est-ce qu'on fait dans cette période creuse pour maintenir nos équipes engagées sur cette période creuse et longue en fait, parce que ce que l'on constate, c'est que ça dure. Ça dure et c'est là où il faut tenir dans la longueur. Il faut être mieux marathonien que sprinter, ça c'est sûr. Dans le sport de haut niveau, il faut savoir que c'est un milieu qui est basé sur la légitimité et l'adaptation constante. L'adaptation constante à soi-même, ses difficultés, son corps, ses performances, puis l'adaptation à des choses qui sont pas prégnantes et sur lesquelles on n'a pas de prise. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais la légitimité et dans l'entreprise, l'humain, il n'est pas toujours au centre des décisions opérationnelles parce que on essaye d'aller plus vite, on essaye d'aller plus loin, on essaye de gagner du temps et de l'argent. Et je pense que la petite différence entre l'engagement du collaborateur sur le long terme et l'engagement d'un sportif qui, lui, est indéfectible sur le long terme, il sait qu'il va aller aux Jeux Olympiques. Vous les engagez sur 4 ans, hein, une Olympiade, c'est ça. C'est cette vision à long terme, savoir où on va ensemble et pas juste savoir qu'on va survivre à la crise. Ok, on va survivre à la crise, mais il y a le un peu plus loin, faut donner envie. Aujourd'hui, moi, Camille, j'ai envie de traverser l'Atlantique avec toi. Si je te dis juste ça, on est à peu près sûr que l'un de nous deux va partir à la rame et l'autre avec un bateau à voile et qu'on va pas arriver en même temps. Ok? Donc, le tout, c'est effectivement donner la vision, mais aussi la capacité à y aller et la légitimité est un des premiers vecteurs. Et ça, j'en suis convaincue parce que je viens du monde du sport, ce monde où c'est celui qui court le plus vite qui franchit la ligne d'arrivée en premier. Hein. Généralement, c'est comme ça, ou le plus longtemps. Et dans le monde de l'entreprise, je n'accuse personne et je ne vise personne, mais on sait pertinemment que la légitimité n'est pas toujours en face du relais managérial ou opérationnel. On le sait tous, on l'a tous vécu. Moi, j'ai été très longtemps aussi dans le monde de l'entreprise et je le vois encore, où le manager qui doit emmener quelqu'un vers une vision, à traverser l'Atlantique avec lui, pas grand monde veut le suivre parce qu'il n'est pas légitime aux yeux de tout le monde. Donc là aussi, ça rebat les cartes. Alors, c'est peut-être pas très politiquement correct ce que je dis, mais on sait que c'est ça et on sait que c'est vrai. On a tous cet exemple. Tu veux réagir, Camille? Je te vois trépigner. On traverse l'Atlantique ensemble. Je me suis dit, j'ai mis mon pull. Je fais de la pub pour ma région, Armor Luxe. Donc, à volontiers de traverser l'Atlantique, mais j'irai plutôt sur une patinoire avec toi, justement par recherche de légitimité. Et finalement, en fait, ce que tu dis, c'est un problème qui est récurrent dans les organisations, à savoir le leadership et la légitimité, et qu'en période actuelle, un des risques, ce que j'entends aussi, c'est de demander aux managers par, je dirais, contrat de travail ou par fonction, de faire du leadership, de donner une vision, de donner un engagement, qui le ferait finalement contre nature ou qui n'aurait pas la légitimité de le faire. Et donc, c'est une complexité supplémentaire de réussir à... oui, on se dit, pour maintenir les équipes engagées, demander aux managers de donner de la vision, de la perspective et l'envie d'avancer dans l'adversité. Mais il y a cette problématique de légitimité, de leadership des managers à le faire. Et ça, c'est un vrai sujet. Et en fait, il suffit pas de décliner un contenu. C'est ce que je comprends, je réagis à chaud, mais il suffit pas de décliner un contenu. Voilà la liste de route du manager résilient et qui est acteur de l'engagement. Finalement, il est plus intéressant je dirais presque, de l'inspirer, de lui donner envie d'être leadership, d'être un leader, plutôt que de lui dire tu dois le faire, parce que finalement c'est contre-productif, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Enfin, n'importe quel sportif, il suivra pas un coach qui l'estime pas légitime. Qui a le bouquin coacher les champions, ça change rien. C'est pas de la technique. Il y a une certaine forme de. Ouais, coacher pour les nuls. Ouais, c'est ça. Et puis tu peux avoir une équipe où t'as, je sais pas, des Mbappé et des, je sais plus comment ils s'appellent, mais enfin voilà, l'équipe du PSG. Et pourtant, tu te fais ramasser au premier match de Coupe des Champions parce que la mayonnaise n'a pas pris. Et pourquoi elle n'a pas pris? C'est une vraie crise du leadership. Alors même si en plus tu as à gérer des égos surdimensionnés, c'est un autre débat. Mais en tout cas,
il y a deux choses. Il y a la légitimité de celui qui embarque pour traverser l'Atlantique ou aller sur une patinoire. Et il y a aussi la capacité à pouvoir emmener tout le monde dans le même sens. Parce que vous avez beau les mettre tous sur un paquebot en disant bah c'est bon, la vision, on a le même bateau, mais si les rôles sont pas définis, si vous dites pas que la traversée elle va prendre 3 semaines ou peut-être 4 semaines et que vous dites oh bah elle prendra le temps qu'elle prendra, vous créez des périodes, enfin de l'anxiété et de l'incertitude. Je pense qu'on en a suffisamment en ce moment de l'anxiété et de l'incertitude. Je pense que c'est bon, on a notre dose. Donc, on a peut-être juste aussi à être plus franc et plus sincère et plus aligné avec soi-même. Est-ce que le boulot que je fais me plaît? Est-ce que je suis légitime à demander ça ou à faire ça? Et je pense que toi aussi tu le vois. Moi, j'ai beaucoup de collaborateurs qui s'interrogent sur leurs valeurs propres à se lever le matin pour aller travailler ou télétravailler. Est-ce que mon boulot a du sens? À partir du moment où vous répondez oui à cette question, vous avez quand même déjà beaucoup moins de problèmes à engager le collaborateur. Mais c'est intéressant parce qu'on retrouve, en fait, on retrouve les mécanismes de l'engagement. Et en fait, ce que je me dis en t'écoutant aussi, c'est que cette crise, c'est une sorte de concentration de facteurs qui poussent les leviers humains à leur paroxysme. On est vraiment dans une situation où si l'humain n'est pas acteur de ce qu'il fait, du pourquoi il le fait, s'il n'a pas l'envie de le faire, finalement, autant hier, on savait dire un acteur désengagé n'avance pas ou ne fait pas avancer l'organisation et il faut avoir des collaborateurs engagés, etc. On en a beaucoup parlé avec Ellie Social et dans les médias partout. Autant aujourd'hui, en fait, c'est mieux. Un collaborateur engagé travaille mieux qu'un collaborateur désengagé. C'est en fait, face à une crise, si l'engagement, si les leviers, les piliers de l'engagement, je dirais plutôt, si les piliers de l'engagement ne sont pas au rendez-vous, on a un effet de rupture beaucoup plus fort entre l'échec et l'adversité finalement. Ouais, c'est ça. Moi, en ce moment, j'ai énormément de demandes sur à peu près je fais des roadshows, c'est-à-dire que plutôt que de faire un peu du top-down, comme j'avais l'habitude de faire, la direction me disait, bah voilà, il faudrait engager les collaborateurs, donc après ça passait par des formations ou autre chose. Et donc j'arrivais devant les gens en délivrant des boîtes à outils et en expliquant aussi que il faut prendre le marteau pour ça, il faut prendre la scie pour ça. Enfin voilà, vraiment, c'était hyper processé et je m'aperçois que ce qui marche le mieux en ce moment, c'est quand même la valorisation du collaborateur, de l'inscrire dans une vision, dans une sincérité de travail. Et donc, je fais du bottom-up, c'est-à-dire que je vais vers une dimension qui est assez souvent oubliée, enfin qui avait été oubliée par nos dernières méthodes de travail, c'est valoriser le collaborateur et les engager sur une dimension sur le terrain pour avoir vraiment une cartographie, un état des lieux les plus efficaces des déploiements, des besoins, des transversalités. Enfin là, je parle très business, mais c'est ça, c'est pareil dans le sport. C'est si tu connais pas chacun de tes membres de l'équipe sur ce qu'ils savent faire et que tu les écoutes pas sur tiens moi je préfère jouer avec lui parce que j'ai une vraie connexion que plutôt qu'avec l'autre, ça marche pas. Et ben si tu n'entends pas le terrain, tu vas droit dans le mur. Et ce besoin de sincérité, c'est ça. Françoise qui disait aujourd'hui la difficulté des entreprises, surtout si les collaborateurs sont en télétravail, c'est d'identifier les personnes en difficulté, c'est d'être au contact en fait. C'est l'isolement que provoque la situation qui empêche finalement de savoir les attentes, les besoins des uns et des autres pour être dans les meilleures prédispositions. C'est vrai que nous, alors là, je parle de mon expérience qualité sociale, parce que quand on a vécu le premier confinement, il y a eu des situations qui se sont bien passées, d'autres moins bien. Et là, à l'annonce du deuxième confinement, on s'est retrouvé en équipe, on en a parlé. Et la règle qui a abouti, en fait, ça a été de dire, bon, bah, on prend demain, l'État nous laisse une journée. On prend cette journée pour se mettre dans les meilleures conditions, dans les meilleures dispositions pour être en capacité de réaliser le travail selon nos règles. Et donc, chacun a pris ses propres prédispositions. Après, on a une règle, c'est que on puisse être, on soit connecté, mais chacun a laissé ça. Et je pense que c'était vraiment nécessaire de se donner les moyens de s'organiser. Et quand je dis s'organiser,
je parle de chaise. Hein. On a fait une opération chaise parce que au premier confinement, quand on travaille toute la journée sur un tabouret de cuisine dans un coin de table, ça marche pas. Ça marche 1 heure, mais ça marche pas une journée, ça marche pas une semaine, ça marche pas le temps d'un confinement, quoi. J'ai aussi j'ai plein de choses qui sont hyper intéressantes. Je vais lancer un autre sondage sur 2021 parce que l'objectif, c'est aussi d'avoir de la visibilité sur quelle est la perception de l'avenir des participants. Donc j'ai lancé le sondage. Merci de participer. Je vais lire quelques commentaires qui sont très intéressants et très instructifs. Merci à tous pour votre participation. C'est vraiment très riche le chat aujourd'hui. J'ai du mal à suivre et pouvoir tirer vraiment toute la richesse de ce qu'il contient. On parle de culture d'organisation. C'est vraiment un sujet parce que quand on est confronté à une crise, finalement, tous les repères sont mis en branle et c'est très très difficile de trouver des mécanismes. Et finalement, ce qui détermine le mécanisme, le process humain face à une crise, c'est finalement la culture. Et là, cette question de la culture, c'est Delphine qui parlait de culture de l'organisation déterminante pour permettre ou non d'apprendre de cette période. Effectivement, il faut avoir une culture humble, une culture qui est en capacité de se remettre en question finalement face à l'événement, parce que c'est bien beau de se remettre en question quand on est à titre personnel, quand on est sportif, etc. Mais si derrière son organisation elle se remet pas en question, finalement, ce sont des efforts inutiles. Ouais, c'est vraiment cette histoire d'alignement où il faut que je sois aligné avec moi-même, mais il faut aussi que je sois aligné avec mes plus proches collaborateurs et avec les valeurs de mon entreprise et cette culture. Le sportif, il décide de mouiller le maillot pour son équipe, pas pour son ranking perso. Hein. Quand vous décidez d'aller jouer au PSG, c'est pas forcément pour le salaire, c'est pour une équipe, pour un coach, pour toute une vision et c'est vraiment ça, c'est être en capacité de s'analyser soi-même, analyser ses propres pratiques, analyser ce qui se passe autour et être en capacité d'analyser ce que vous offre votre entreprise. Alors après, elle est comme elle est et c'est pas en ce moment, dans ces moments anxiogènes où c'est facile de changer et tout mettre sur la table et faire voler en éclats. C'est pas du tout ce que je dis. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que dans le monde du sport, pour progresser et se dépasser, c'est simple, on va se confronter à meilleur que soi. Ce qui n'est pas toujours le cas dans le monde de l'entreprise. Et je pense que d'aller chercher les meilleurs pour vous tirer vers le haut, c'est vraiment le mot d'ordre actuel de la résilience. Moi, j'ai des commentaires. Jérôme, il dit crise égale exhausteur de compétences. Tout à l'heure, je ne sais plus qui disait que crise en chinois, ça voulait dire opportunité. J'ai des recommandations de livres. Oser la confiance, c'est Audrey qui nous recommande de lire ce livre-là. Florence qui arrive avec un autre sujet qui nous dit difficulté d'un manager aujourd'hui, c'est embarquer son équipe et la maintenir à flot tout en essayant de répondre au mieux aux attentes d'une direction qui ne sait même pas elle où elle va. Donc vraiment, là on a le marteau et l'enclume hein, et on doit tout gérer. Et Véronique, elle dit aussi quelque chose de très intéressant. Elle dit, je pense que le télétravail met en exergue la capacité des managers à faire confiance. En fait, les managers sont obligés de faire confiance. Et ça, je pense que ça va être un des grands bénéfices de ces confinements où, en fait, la confiance managériale, maintenant, un manager ne peut pas fonctionner sans, j'ai l'impression. Non, je pense que déjà, avant, c'était compliqué. Le management à papa, c'était fini, quoi. C'était compliqué. Et en même temps… Sur le terrain, tu prends une équipe. Mais tu prends une équipe de sport. À quel moment c'est le coach qui va aller prendre la crosse de la joueuse et dire attends, je vais te montrer comment marquer un but. C'est pas possible. Il doit faire confiance. Il a mis les techniques, les tactiques, il les a entraînées, etc. Mais au moment du match, son travail fait c'est quand même les joueurs et les joueuses qui font le match. C'est eux qui vont mettre le palais au fond du but, le ballon dans les buts. Comme tu veux, n'importe quel sport. Mais il y a un moment, il faut effectivement la confiance. Ça, dans le monde du sport, on l'a depuis le début parce qu'autrement, j'ai confiance en mon super pas adversaire, à mon super partenaire parce que je sais qu'il sera à ce moment-là face au but quand je ferai la passe. Ouais.
très bon mot de fin parce que je vois l'heure aussi. Et effectivement, c'est quand on est manager, une fois que la partie est lancée, le manager n'est plus sur le terrain, donc c'est plus le moment de réagir finalement, c'est le moment de faire confiance. Et là, on y est confronté. On a cette opportunité finalement pour tous les managers qui n'arrivent pas à faire confiance. Ça fait pas partie tu dis ça fait partie du passé, mais il y a une culture aussi qui est très très forte à ce niveau-là. Donc voilà. Pour tous les participants, on va vous envoyer sur le chat un questionnaire. Si vous vouliez bien prendre, c'est 4 questions, je crois. On vous donne le lien. Donc ça va très très vite. S'il vous plaît, voilà, c'est Hélène. Les résultats du dernier sondage, Camille. Tout de suite. Hélène vient de mettre le lien. Voilà, n'hésitez pas à cliquer. Vous allez également recevoir le replay, vous allez recevoir le guide qui a été fait sur les techniques de résilience, qui est très riche, très intéressant. Vous allez recevoir aussi, si ça vous intéresse, évidemment, l'invitation pour le webinaire qui se tiendra le 2 décembre. Et n'hésitez pas d'ailleurs dans le questionnaire d'indiquer les thématiques que vous souhaitez voir abordées. Il y a déjà beaucoup de thématiques qui ont été abordées aujourd'hui. Effectivement, j'ai les résultats du questionnaire, je viens de les partager. Alors, pour 2021, c'était bien, c'est une vraie question de fin de webinaire. Qu'est-ce que c'est? Et pour 2021, vous vous concentrez sur Je te remercie. Un nouveau souffle à donner, ancrer les changements enclenchés en 2020 et penser vos plaies avant de faire un bilan définitif. Donc un nouveau souffle à donner, on a 48% des gens, une personne sur deux, presque. Ancrer les changements enclenchés en 2020, une personne sur deux, 48%, même score. Et puis on a 3% des répondants qui nous ont dit pensez vos plaies avant de faire un bilan définitif. Est-ce que ça traduit pas aussi on parle de résilience, mais on est peut-être encore dans une phase de souffrance, c'est-à-dire le moment où on se blesse, si je continue l'analogie sportive, le moment où on est en train de se casser le genou, quoi, où vraiment la souffrance, elle est là, on n'est pas en train de penser au futur, on est juste en train de penser à sa douleur. Est-ce qu'on n'est pas encore là aussi? Je pense qu'on est déjà sorti du terrain et on attend juste le résultat du chirurgien. Petite zone très on en est là. Ouais, c'est ça. On ne sait pas. On ne sait pas encore. En tout cas, les gens ont beaucoup apprécié ton témoignage, Charlotte. Très concret les exemples, belle analogie sport et travail, l'entraînement au travail, un point intéressant à développer lors d'un prochain webinaire. Merci Valéria pour ce feedback. Qu'est-ce qu'on a encore? Merci beaucoup, nous prenons beaucoup de recul grâce à ce type de webinaire. C'est intéressant, beaucoup de partage, merci beaucoup. Bref, vraiment, je peux pas tous les lire parce que le chat continue de défiler, donc mon œil se perd. En tout cas, je pense que c'est unanime. Il y a beaucoup de remerciements. Merci à tous d'avoir participé. Merci à tous pour vos questions. Et bien, écoutez, je vous dis à une prochaine fois. Est-ce que tu as envie de passer un message Eh ben, je pense qu'on les attend pour continuer nos discussions. Pas. Vous savez où nous trouver, puis on continuera nos discussions. Les discussions. Toutes les coordonnées ont déjà été transmises et seront retransmises dans les mails qui seront transmis à toutes les personnes qui ont participé aujourd'hui, donc avec les coordonnées de Charlotte, celles de Cali Social évidemment, et j'espère vous retrouver bientôt. En tout cas, merci à tous d'avoir participé avec Charlotte, tant de j'ai une ferveur. question. As-tu écrit quelque chose sur le sujet? Oui. Un livre? Non, pas encore. Je n'ai pas encore eu le temps. Bon, 2021, un livre alors, Charlotte? Et peut-être. Est-ce qu'on a un début d'infos, de scoop? Peut-être, c'est une idée qui est en train de mûrir. Ça fait plusieurs fois qu'on me propose et on m'invite à écrire quelque chose. Donc, en sortant de cette crise, je pense que ça sera pas mal. Pour l'instant, en faisant de la gestion de crise, j'ai pas eu le temps de gérer cette crise-là. Il y a Mira qui t'accompagne, évidemment, Charlotte, qui dit suivre Braganti Mira sur Twitter pour toutes les personnes qui veulent tout savoir sur l'actualité de Charlotte. Ouais. Oui, et puis elle a aussi beaucoup tweeté sur nos échanges, Camille. Ouais, d'accord. Donc, ouais. Bah oui, nous, on est en live. Merci à toi, merci à tous, et puis je vous dis à très bientôt, et puis on continue dans ce confinement
à trouver nos leviers de résilience pour avancer avec sérénité et puis aussi avec dynamisme et avec, voilà, avec une approche aussi positive des choses qui nous arrivent. Merci à toi, Charlotte. Top. À bientôt. Merci Camille. Au revoir.